Hello à tous et bienvenue dans l'Expression, le podcast qui donne la parole à tous ceux qui ont décidé de faire du partage et de la transmission leur profession ou leur passion. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de rencontrer Betty Serret-de-Rivière, autrice des albums jeunesse de sensibilisation au handicap et à la différence, Princesse c'est pas grave. Bonjour Betty, merci d'accepter de te prêter au jeu de l'interview, surtout pour un premier épisode. Peut-être je vais commencer par te laisser te présenter, ce sera bien plus simple. Et peut-être pourras-tu par la même occasion nous présenter ton personnage Princesse c'est pas grave. Bonjour Mathilde, donc moi je suis Betty Serret-de-Rivière. Déjà je te remercie pour l'invitation et je suis honorée de répondre à tes questions. Merci. Donc je suis autrice jeunesse et je suis également chargée de projets culturels, donc de la médiation culturelle, notamment dans les écoles. Voilà. Et puis, alors mon personnage, Princesse c'est pas grave, c'est une princesse qui est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Et elle se promène sur le chemin de la différence. Et à chaque nouvelle rencontre, en fait, avec un enfant singulier, elle va nourrir son cœur, l'enrichir et grandir. Quelle a été ta motivation, ou plutôt le déclencheur, pour te lancer dans l'écriture de Princesse c'est pas grave? En fait, la différence a toujours fait partie de ma vie et celle de ma famille, enfin donc de ma famille. Et je pense que même avant même de mettre les mots dessus, avant même de vraiment le toucher du doigt, je savais que c'était là. Oui. Et voilà, et puis il est arrivé un moment où il a vraiment fallu que j'écrive sur ce sujet-là, enfin sur cette thématique. Le déclencheur, je sais pas bien. Je sais pas bien en fait. On m'a déjà posé la question, j'essaie d'y réfléchir, mais je ne sais pas bien. En tout cas, le moment est arrivé, le bon moment était là et ça s'est posé comme ça, c'était une évidence. Mais du coup, pourquoi avoir ciblé plutôt un public jeunesse qu'un public plus adulte ou adolescent? Parce que je préfère m'adresser aux enfants, aux jeunes enfants. Justement, en parlant des enfants, est-ce que du coup ça rend la réalisation d'une œuvre plus complexe lorsqu'ils sont la cible d'un tel propos? Alors, moi je pense pas. Après, je pense que n'importe quel auteur dirait que quand on écrit, alors évidemment, on doit garder son objectif en tête, évidemment, mais on doit se détacher d'une attente, j'ai envie de dire comme une attente de résultat. On doit pas se poser la question, est-ce que ça va plaire ou pas plaire? Sinon, on va court-circuiter notre inspiration et on va s'auto-censurer, en fait, se censurer soi-même. Et c'est pas le but. Donc, il faut laisser vraiment son imagination faire son œuvre et ne pas penser à son lectorat. Oui. Vraiment dire ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie de dire. Et puis après, il y a toujours les relectures, les corrections. Et là, on peut réajuster, en fait, et se rapprocher vraiment de son but premier. Mais du coup, est-ce que tu dirais que le fait d'avoir écrit pour les enfants, c'est plutôt quelque chose qui s'est fait naturellement, presque instinctivement, ou ça a été réfléchi de vouloir t'adresser aux enfants? Non, ça a été instinctif. Ouais. Je ne voulais je ne voulais pas m'adresser aux adultes, en fait. Je voulais vraiment m'adresser aux jeunes enfants. Et comme j'aurais voulu qu'on me parle certainement quand j'étais petite fille. On comprend bien que finalement, de s'adresser aux enfants, ça a été quelque chose de naturel. Mais par contre, le fait de parler de handicap et de différence, est-ce que là, tu as du coup rencontré une difficulté ou ça s'est aussi fait naturellement? Non, ça s'est fait, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas de...
c'est simple avec les enfants, en fait. Oui. C'est facile. Finalement, au niveau de l'écriture, du vocabulaire employé, est-ce que tu as des termes que tu dois plutôt favoriser par rapport à d'autres, ou finalement le fait que ça s'adresse aux enfants et qu'ils aient une certaine simplicité dans leur expression, tu dirais que tu peux finalement employer les termes tels quels sans avoir à user de périphrases, comme ça peut être des fois le cas avec certains adultes? Oui, alors déjà, en règle générale, la littérature jeunesse, quelle qu'elle soit, hein, même lorsqu'on n'est pas sur un thème délicat comme celui-ci, euh, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture, Oui. toujours. Et l'enfant, il prend ce qu'il a à apprendre et en âge de comprendre sur le moment. Il prend toujours quelque chose d'un livre jeunesse, Oui. même si c'est pas vraiment adapté à son âge. Enfin, je m'entends, hein. Tout est relatif. Mais donc il faut, et puis il faut pas prendre les enfants pour des idiots. Ils sont très intelligents, des fois même plus que nous. Exactement. Et puis et non, il faut vraiment. Alors évidemment, on va pas non plus s'exprimer comme on parlera à un adulte, Oui. évidemment, mais c'est pas le but. Mais c'est pas. Enfin, non, il faut s'exprimer simplement avec justement un vocabulaire très riche, parce que ça, c'est. Oui. Moi, je refuse dans mes albums de parler bébé, quoi. Ça, Donc, puis en employant les termes, ça augmente le vocabulaire des enfants et du coup l'ouverture d'esprit. Exactement. Donc, non, c'est pas du tout une problématique. Est-ce qu'au final, ça rendrait pas l'écriture jeunesse, je m'entends en mettant des guillemets, plus simple qu'une écriture pour adultes, parce que finalement, il y a cette barrière qu'on enlève quand on parle du coup aux enfants, de ce que j'en comprends. J'essaie d'éclaircir ma pensée, mais des fois, pour s'exprimer sur de tels sujets avec des adultes, il va falloir employer beaucoup de termes pour prononcer une idée simple. Là, le fait d'employer finalement les bons termes sans chercher à faire de périphrases, est-ce que ça sous-entendrait pas tout simplement qu'il y a une simplicité à parler aux enfants, parce que eux, ils ont une simplicité à la compréhension, et du coup, en employant de tels termes à leur égard, ça peut laisser présager que plus tard, ça en fera des adultes avec aussi un discours plus simple et moins complexe pour appréhender la différence? En fait, quand on s'adresse aux adultes, il faut tout de suite être très technique. Oui. Un enfant, non. Quand on s'adresse à lui, quand on écrit pour la jeunesse, on touche son cœur. Oui. Et c'est totalement différent. Alors en même temps, écrire pour la jeunesse, j'ai envie de dire, c'est essayer de toucher le cœur de l'enfant, et également, de façon subliminale, je dirais, s'adresser aussi au cœur de l'adulte en devenir, en fait, qu'il sera. Et alors c'est sûr que c'est un peu voilà, c'est peut-être toute la délicatesse, en fait, d'écrire pour les enfants, elle est là. Mais oui, pour moi, c'est bien plus simple. Après, il y a beaucoup d'auteurs adultes qui me disent oh là là, je sais pas comment tu sais, ça doit être super dur d'écrire pour les enfants, moi je saurais pas. Bon, ben, moi j'ai envie de dire que tu t'adresses à un enfant, tu touches son cœur, quoi. Les enfants ont à partir du moment, après arrive un âge où ils sont formatés par la société, là c'est un peu plus difficile. Mais tout ce qui est éducatif, enfin voilà, l'éducation à l'école, et pas que, partout, c'est un peu plus difficile. Mais vraiment, le jeune enfant, il a cette spontanéité, cette innocence et cette ouverture au monde et aux autres qui est incroyable. Il a tout à découvrir et il est là pour tout découvrir. Et donc, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... Voilà, rien ne va le gêner, le déranger, il n'y a pas de problème, en fait. Et c'est là la richesse de s'adresser aux jeunes enfants, en fait. Parce qu'il accueille
il accueille ce qu'on va lui donner, ce qu'on va lui dire, ce qu'on va lui... simplement. Oui, finalement, le maître mot, c'est la simplicité pour s'adresser aux enfants. Exactement. Ça me fait poser la question, est-ce que... plutôt, quelle est la réaction des enfants quand ils découvrent tes livres? Ou quand tu fais des ateliers Alors en fait, sur Princesse c'est pas grave, en tout cas sur la série Princesse c'est pas grave, déjà ils sont tout de suite attirés par le personnage qui fait très manga. Oui. Alors évidemment, est-ce que tu pourrais un peu décrire ton personnage, voilà, pour ceux qui le connaissent pas? Ah oui, alors en fait, elle a les cheveux, Princesse c'est pas grave, elle a les cheveux roses flashy, des petites couettes, et elle est... sa tenue est jaune, verte et rose en fait, avec un petit, une sorte de petit bermuda vert et une tunique orange, rose et jaune. Et donc elle est très, très flashy. Je veux dire, c'est très peps, c'est très coloré. Et elle a un visage très manga, qui répond vraiment au... Voilà. Et je l'ai voulu comme ça, hein. C'est ce que j'avais demandé à l'illustrateur. Je voulais qu'elle ressemble à une petite fille d'animation de manga. Et alors pourquoi ? Parce que voilà, ça attire énormément. Et puis bon, j'aime bien le manga aussi. Une raison, très bonne raison. Voilà. En tout cas, c'est la mienne. Et du coup, je ne sais plus quelle était la question initiale. Quelle était la réaction des enfants ? Donc voilà, ils aiment, ils apprécient le personnage tout de suite, ils sont attirés. Et puis mes histoires, c'est très coloré, c'est très vif. Il y a les saisons aussi, donc on est vraiment sur la couleur, la différence de couleur d'une saison à l'autre, sur les 4 saisons. Et c'est très lumineux, très très lumineux. Donc ils sont attirés. Ils sont vraiment attirés déjà par le dessin. Et après, quand ils comprennent de quoi parle véritablement le livre, là, est-ce qu'il y a plutôt une réticence ou une attirance à découvrir le contenu d'un ouvrage, où on va simplement leur dire, tiens, un livre qui parle du handicap? Non, il n'y a aucune réticence, bien au contraire. Alors en général, ils le découvrent en classe. Oui. Et donc je suis au sein d'une classe et je commence par raconter une des histoires. Et là se met en place, mais c'est systématique, une identification. Donc il y a aujourd'hui de plus en plus, avec les enfants sont diagnostiqués, bilantés très tôt. Il y a quand même eu beaucoup d'efforts de réaliser à ce niveau-là. Et les AESH, il y en a dans toutes les classes. Et donc, en fait, l'enfant va tout de suite comprendre que je vais parler de lui ou d'elle. Et très souvent, il va me dire, mais comment t'as fait ? C'est mon histoire là que t'as écrit. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et puis, il y a les autres qui vont reconnaître le copain ou la copine et qui vont dire « Ah, mais c'est pour ça, mais c'est comme toi, c'est comme lui, c'est comme elle. Ah, mais c'est pour ça que t'es comme ça, c'est pour ça que tu fais ça. » Voilà. Donc, il y a vraiment cette sensibilisation qui est immédiate chez les enfants qui n'ont pas de singularité. Et chez l'enfant singulier, atypique, il y a l'identification. Et c'est vraiment à chaque fois de très beaux moments. C'est très riche. Et d'ailleurs, je me permets la petite remarque, mais je trouve que ce qui est intéressant avec ces livres que tu proposes et tes interventions, c'est que ça permet aussi d'apporter des clés de compréhension aux autres élèves qui parfois vont mettre à l'écart l'enfant qui est porteur d'un handicap ou d'une différence quelle qu'elle soit, mais sans penser à mal, tout simplement par manque de compréhension et par peur en fait de la différence. Et souvent, j'ai remarqué personnellement dans mon parcours scolaire qu'il y avait
finalement une sorte de désarroi de la part des équipes enseignantes qui ne savent pas comment aborder le sujet et qui ne savent pas comment expliquer aux élèves ce qu'est une différence, ce qu'est un handicap et pourquoi l'élève est comme ci ou comme ça. Du coup, finalement, ces ouvrages permettent aussi d'aider les équipes enseignantes et d'aider les élèves aussi, et ce qui permet peut-être, je l'espère en tout cas, d'améliorer l'intégration des enfants handicapés au sein de l'éducation nationale. Juste pour apporter des points quand même statistiques, selon le site du gouvernement qui a été mis à jour le 19 janvier 2023, il y aurait environ 12 millions de personnes handicapées en France, environ 80% avec un handicap invisible. Et selon donc la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, qui a publié une nouvelle édition de l'ouvrage Le handicap en chiffres le 28 novembre 2024, il y aurait environ 235 400 élèves avec un PPES au sein des établissements de premier degré. Donc le PPES, si je dis pas de bêtises, c'est le plan personnalisé de scolarité. Oui, c'est ça. C'est ça. Et il y aurait 232 900 élèves au second degré. Et pour une petite précision, en 2022, 59 000 étudiants dans l'enseignement supérieur ont été recensés. Du coup, ça montre que quand même, c'est pas anecdotique le nombre d'enfants qui sont demandeurs de ce genre d'ouvrage pour être mieux compris de leurs camarades et avoir finalement un outil de compréhension pour mieux communiquer avec les autres sur leurs différences, ce qui n'est parfois pas très simple à un jeune âge. Oui, et justement dans les petites classes, puisque je m'adresse aux petites classes, enfin aux jeunes enfants, et ce qui ressort justement, c'est que les élèves sont scotchés de voir que l'enfant différent, l'enfant, donc comme tu disais tout à l'heure, qui va subir peut-être des moqueries, voilà, eh bien il se retrouve le héros d'un livre, d'une histoire. Et là, ils sont complètement ébahis et ça change leur regard sur l'enfant justement qui est son enfant atypique, et lui, ça lui donne une sorte de confiance, comme je disais tout à l'heure, quand il va me dire mais t'as écrit mon histoire, et là il s'en, alors peut-être fier, c'est peut-être un bien grand mot, mais il se sent moins seul. Ça le légitime en tant qu'être exactement, individu. Il se sent, voilà, c'est ça. Et les enfants, ils ont vraiment plus envie de se moquer. C'est waouh, c'est le héros d'une histoire. C'est le héros d'une histoire. Et ça, c'est très, très porteur. Et ça, je pense aussi, ça apporte quand même une possibilité d'identification qui manque aujourd'hui. On n'a pas de dessin animé, ou alors très très peu, dont les héros sont porteurs d'un handicap ou d'une différence. Il y a très peu de films aussi à ce sujet-là, ou alors avec une fin un petit peu triste ou misérabiliste. Alors que là, l'avantage de Princesse C'est pas grave, c'est que l'enfant porteur d'un handicap est le héros, et finalement c'est lui qui apporte une solution. Du coup, ça permet aussi de valoriser son existence à part entière. C'est exactement ça. Ce sont vraiment avant tout des rencontres hautes en couleurs et des rencontres d'amitié. Et c'est vraiment ça, c'est redonner confiance à l'enfant porteur de handicap, que ce soit visible ou invisible, et en même temps sensibiliser les autres. Oui. Et on est vraiment dans ça avec Princesse C'est pas grave. Et du coup, on a parlé des enfants, mais quelle est la réaction des parents quand ils découvrent que leur enfant a eu un tel atelier ou un tel livre entre les mains ? Alors souvent, les parents des enfants atypiques m'ont contacté après, par l'intermédiaire de la maîtresse, pour me remercier. Et puis, j'ai eu plus d'une fois des exemples comme un enfant qui a voulu acheter l'histoire en question, celle que je leur ai racontée en classe, et qui va dormir avec, qui va la demander en boucle plusieurs soirs,
qui va... Voilà, c'est vraiment de belles réactions, de très très belles réactions de la part des parents, des remerciements. Et c'est toujours beaucoup d'émotions. Et quand je vais dans les classes à dispositifs spécifiques, telles les Ulysse par exemple, alors là c'est encore autre chose parce que là il n'y a que, en général, hein, c'est la classe Ulysse, donc il n'y a que des enfants différents. Et là c'est encore autre chose. Je me laisse guider par leur réaction, je n'anticipe rien, je me laisse vraiment guider. Et donc eux, ils vont se reconnaître ou pas, parce que après, selon le degré de leur handicap, c'est parfois pas aussi simple, mais ils vont sentir leur cœur, en fait. Leur cœur va entendre les messages de Princesse, c'est pas grave. Et puis à travers aussi parce que moi, ma voix, mes propres émotions, puisque ça passe aussi par l'autrice. C'est pas pour rien si j'ai écrit ces histoires. Et donc, ça va les toucher. Et c'est vraiment toujours de très, très beaux moments. Et donc, alors là, je sais plus pourquoi on a fait ce détour, mais les parents... Pas grave, c'est très bien. Donc, les parents, oui, voilà, donc ils sont ravis. Après, les parents des autres enfants, j'en ai beaucoup en fait dans les salons. C'est souvent les parents, les adultes qui viennent acheter les albums de la série. Et c'est soit parce qu'ils sont directement concernés, soit pour offrir à une personne... leur sœur, leur frère qui a un enfant porteur de handicap, un cousin, quelqu'un de leur famille, un ami. Mais c'est souvent des adultes qui sont attirés par la série dans les salons. Mais est-ce que tu as déjà reçu des retours négatifs de la part de parents qui ne sont pas du tout concernés par la question et qui peut-être ne voient pas les enjeux derrière ces livres ? Alors oui, mais ils n'ont pas lu la série. Oui. Voilà. Donc en salon, il y a vraiment les parents qui sont concernés ou alors qui connaissent, comme je viens d'expliquer. Et puis il y a les autres qui ne sont pas du tout concernés, ni de près ni de loin, qui vont être attirés par le personnage, par le titre, son nom. Et donc me poser des questions. Et évidemment, tout de suite, j'annonce la couleur. C'est une série qui a la thématique de la différence. Hein. Et là, c'est des questions. Ah, mais pourquoi? Mais comment? Ah ben non, ce monde, il est déjà assez dur comme ça. C'est trop lourd pour un enfant. Et voilà. Donc ça, j'ai déjà eu. Mais c'est pas grave. C'est les personnes qui sont pas concernées. Et tant pis. Mais c'est dommage. Et c'est là qu'il y a un énorme travail à faire. Mais c'est comme dans le cinéma. Hein. Quand il s'agit d'une grosse production, là notamment, je pense à un petit truc en plus. Oui, je pense à ce film aussi. Alors évidemment, gros audimat, il est resté je ne sais combien de semaines à l'affiche, mais c'était une grosse production. Oui. En revanche, il y a des films vraiment beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus vrais, peut-être beaucoup plus authentiques, même mais à plus petit budget, qui ne sont pas des grosses productions. Et là, notamment, il y a une adaptation, La Différence Invisible, l'adaptation d'une bande dessinée qui est sortie au cinéma. Et pas toutes les salles l'ont programmée, déjà. Et puis, dans les salles de cinéma, seules les personnes concernées sont allées voir le film. Voilà. Donc, hélas, il y a d'énormes... Il y a d'énormes lacunes, mais je trouve que, tu me dis ce que tu en penses, mais un petit truc en plus,
l'avantage, enfin, l'intérêt du film, c'est qu'il a quand même été fait avec des acteurs qui sont directement concernés et qui sont véritablement atteints, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris quelqu'un qui n'est pas atteint de handicap pour imiter un handicap. Donc déjà, je trouve qu'on a fait quand même une grande avancée comparé à d'autres films où il y a des personnes handicapées, enfin des personnages handicapés, mais pour lesquels on emploie des acteurs qui ne le sont pas. Et puis je trouve que la patte humoristique qu'a apporté Artus a permis de faire entrer dans les salles de cinéma les gens qui ne sont pas concernés par la question et de faire que les gens ont regardé le film et ont regardé le film en famille et finalement que ça a peut-être, en tout cas j'ai l'impression dans mon entourage, que ça a dédramatisé la question du handicap, au moins des différences qui sont présentées dans le film. Alors oui, j'espère. Oui. J'aimerais que tu aies raison en fait, vraiment. Mais après justement, moi ce qui me gêne un petit peu, alors j'ai bien aimé le film, ceci dit, j'ai bien aimé. Mais ce qui me gêne un peu, c'est justement le côté, la touche humoristique qui est vraiment, qui est très importante dans l'histoire. Et ça fait penser que finalement, bon, tout va bien. C'est pas si... Oui. Enfin voilà, mais non, le monde n'est pas aussi rose que le montre le film. Bien évidemment. Et donc des films justement où il y a peut-être pas cet humour-là, il n'y a pas cette légèreté, j'ai envie de dire, et bien là, le grand public ne va pas les voir. Après, je trouve que apporter aussi une touche de légèreté au handicap, ça peut avoir aussi son avantage, parce que dans le quotidien, il va y avoir une présomption de lourdeur. Alors, je parle pour mon cas, du coup, pour ceux qui nous écoutent, je suis sourde, implantée, et j'ai d'autres problèmes de santé diverses et variés, dont la liste est légèrement longue. Et en fait, dès que je rencontre quelqu'un et qu'il apprend que je suis sourde, il va y avoir une tendance à l'hyperarticulation limite exagérée ou à vouloir tout m'expliquer et m'aider pour toutes les choses, même celles pour lesquelles je suis tout à fait capable de les faire. Et en fait, dans un petit truc en plus, je trouve qu'ils ont tout de même montré la capacité des personnes à faire quelque chose et à avoir un sens de la débrouillardise, et finalement que oui, ils ont des éducateurs, oui, la vie est pas facile, mais qu'ils ont aussi le droit d'avoir des histoires d'amour, des histoires d'amitié et de rigoler. Alors que au quotidien, c'est vrai heureusement, bien évidemment, mais c'est vrai qu'au quotidien, quand on parle de handicap, il y a de suite cette image de lourdeur, de difficulté qui est bien réelle et qui des fois n'est quand même pas prise en compte. Mais sur le quotidien, on oublie souvent que on a aussi le droit d'avoir des amis, d'avoir des histoires romantiques, etc. Et on oublie ce côté un peu léger de la vie qu'on a tout autant le droit d'avoir que quelqu'un qui n'est pas porteur de handicap. Exactement. Et je pense que ce film a quand même rapporté cette légèreté-là on peut être handicapé et heureux, en fait. Mais oui, mais évidemment que c'est pas du tout antinomique. Dieu merci. Mais après voilà, moi juste ce que je regrette, c'est que il faille en passer par la légèreté pour toucher le grand public, et que la société inclusive, c'est pas pour demain. Et ça, c'est sûr après voilà, nos dirigeants, ça fait pas partie de leurs priorités. Les moyens ne sont pas suffisamment mis, et ça reste un vrai problème. Alors, heureusement qu'il y a oui, ça évolue, oui, les mentalités progressent. Pas assez vite pour moi. Pas assez vite, non, ça, et puis évidemment, tout à fait d'accord, pour toutes les personnes porteuses de handicap. Mais voilà, mais oui, c'est de toute façon, Artus, je veux dire, il avait l'exemple de son frère, donc je veux dire, il n'a rien inventé, et c'est très bien, je remets pas en question
Mais voilà, je regrette juste qu'il faille vraiment passer par C'est ce ça. côté très, très léger et très, rose bonbon Pour finalement, arriver à parler de pour sujets arriver plus voilà, c'est sérieux. ça. En fait, c'est juste ce que je voulais dire. Oui, oui, non, j'avais bien compris. Moi, ce que je trouve surtout dommage, c'est le traitement qui a été fait du film par certains moments, c'est-à-dire que, par exemple, au César, si je dis pas de bêtises, Oui, ils étaient assis tout au fond de la salle. oui, Ils n'ont pas eu le droit, en fait, au moment de gloire qu'ils méritaient. Au Festival de Cannes, personne n'a voulu les habiller. voilà, Donc exactement. finalement, le film a peut-être fait un peu du bien à certains enfants, Mais les on voit que mentalités, voilà, on en est encore là et ça. c'est terrible. C'est vraiment terrible et c'est révoltant. Oui, je trouve aussi que le fait qu'ils n'aient pas été habillés, c'est quand même très problématique, d'autant C'est plus qu'ils avaient révoltant. tout autant leur place que les autres films, Oh oui. et tout ça parce qu'ils étaient handicapés. Et encore plus même peut-être, j'ai envie C'est de ça, dire. je pense aussi. Donc c'est révoltant. Moi, Tout à ça m'a fait. révolté. Puis de voir qu'ils n'avaient pas aménagé les marches du festival. C'est vraiment, non, c'est une honte. C'est vraiment révoltant. Selon toi, quelle serait la meilleure manière pour toucher des personnes qui ne sont pas concernées? Du coup, justement, ça fait un peu le lien avec un petit truc en plus. Et comment parvenir à les sensibiliser, alors que, comme tu l'as dit, des fois, il y a un peu des réticences de la part de certains parents à se dire non, le monde est déjà trop dur, on va pas en plus leur lire des histoires qui parlent de handicap. Et oui, eh bien en fait, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle. Il faut ne rien lâcher, tout simplement. Ouais. Il faut continuer en fait, il faut continuer. C'est un combat en fait, et c'est pas du tout négatif. Hein, le mot combat, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif pour moi. Et il ne faut rien lâcher, il faut continuer de véhiculer les messages qui nous tiennent à cœur. Il faut continuer de monter des projets, il faut continuer de lutter, il faut continuer de se battre contre toute discrimination. Là, justement, on parlait de ce qui s'est passé au Festival de Cannes. Voilà, il faut continuer. Il faut continuer, continuer, continuer et garder confiance et se dire que, en fait, on sème des petites graines et ben, j'espère qu'un jour, voilà, on On y croit. récoltera. Oui, oui, il faut y croire, il faut. Je veux dire, c'est la clé de tout, quoi. Il faut continuer d'avancer. C'est ça. Tiens, d'ailleurs, j'ai une dernière question qui vient de me venir à l'esprit. Parmi tous tes livres de Princesse, c'est pas grave, quel est le tome que tu aimes le plus ou qui te tient le plus à cœur? Waouh! Alors, il y a la série en compte 7. Donc, sur les différences invisibles et puis visibles. Donc, je ne sais pas. C'est difficile là comme question. Mais peut-être le 7e. Princesse, c'est pas grave, t'invite à son plus beau Noël. Eh ben, je pense qu'on arrive vers la fin de ce podcast, mais avant de nous quitter, j'ai la question un peu, comment dire, phare du podcast, qui est quelle est ton expression préférée? Alors, mon expression préférée. Alors, j'en ai beaucoup. Parce qu'en fait, j'adore tout ce qui est philosophie, citation. Alors évidemment, j'ai envie de citer Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Après, il y a aussi le poète Paul Éluard qui disait « Il ne faut pas de tout pour faire un monde, en fait. Il faut juste de l'amour, c'est tout. » Ça, c'est quelque chose qui m'a... Je connaissais pas celle-là, j'aime beaucoup. Ben voilà, c'est Paul Éluard. Et il y a aussi, il y a Albert Camus, enfin, je pourrais tellement en citer, donc ce grand humaniste qui nous apprend que, la lumière, elle est partout, même dans les ténèbres les plus sombres. Et
mais ils vont choisir qu'une. Et alors, je vais être un petit peu... je vais dire une citation d'une inconnue, en fait, d'une anonyme, enfin, d'une petite autrice jeunesse, c'est-à-dire moi-même. Donc, c'est mon expression, en fait, c'est un peu mon mantra depuis très, 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 très longtemps. Je me dis, quand ça va vraiment pas, il y aura des jours meilleurs, il y en a toujours. J'aime beaucoup. Et ben voilà, donc c'est mon expression préférée parce que c'est vraiment un mantra personnel et qui m'aide, qui m'a toujours aidée. Merci pour cette jolie note poétique. Et puis, merci d'avoir accepté de participer à mon podcast avec grand plaisir. Et de te prêter au jeu du premier épisode, qui n'est quand même pas le plus simple. C'était super. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview. Merci. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Et où est-ce qu'on peut trouver ton travail, se procurer tes livres? Dans n'importe quelle librairie. Bon, après, ils n'ont pas forcément tous mes ouvrages, mais on peut les commander dans n'importe quelle librairie. Me suivre sur les réseaux, donc Facebook et puis Instagram. Oui. Donc Betty Serret-Rivière, autrice jeunesse, tout simplement. De toute façon, je les mettrai en description. Et voilà. Et puis les livres, hein, c'est tellement important. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Parce que c'est essentiel, la lecture. C'est essentiel, c'est un outil vraiment essentiel. Enfin, je veux dire, ça développe l'imagination, et l'imagination, c'est vraiment un outil hyper important. Et c'est ce qui va construire aussi l'adulte en devenir. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Merci Mathilde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le liker, le commenter et le partager. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et vous pouvez également me suivre sur Insta et TikTok avec le @ l'expression-podcast.